Ce sont des ovnis, des personnes impactantes. La capsule reçoit des invités qui, je pense, vous toucheront par leur parcours, par leur activité, par leur personnage. Si vous vous posez la question sur notre guest du jour, eh bien, je vous dirais, t'as pas besoin de savoir. Mettons le cap vers Walter. Bonjour Walter, bienvenue dans la capsule. Qui es-tu? Je suis Maduro, je viens d'être pris. Fallait que je commence comme ça. Non. Alors moi je suis Walter, je suis un créateur de contenu slash humoriste. Et voilà, pour l'instant c'est ça. Depuis combien de temps es-tu sur les réseaux? Alors depuis très très longtemps, parce que faut savoir qu'avant je faisais de la musique, mais vraiment en tant que créateur de contenu slash humoriste depuis un peu plus d'un an et demi maintenant. On peut lire dans ta bio Instagram, un jour je suis né, depuis j'improvise. Peux-tu nous raconter comment cette phrase résume ton identité? Alors cette phrase, elle résume vraiment en tout point mon identité, tout simplement parce que moi, j'ai fait plein de choses dans ma vie. J'ai joué au foot, j'ai fait de la musique, j'ai travaillé, enfin j'ai fait différents tafs. Et en fait, pourquoi ça me représente? Parce que à chaque fois, j'ai dû passer par la fenêtre. On m'a jamais ouvert la porte. Donc j'ai improvisé, et dans tout ce que j'ai fait, je l'ai fait plus ou moins bien et plus ou moins à un certain niveau. Par exemple le foot, j'ai joué en 4e division en Angleterre. La musique, une hype entre 2016 et 2020. J'ai tourné dans l'Afrique lusophone. Et là, en humour, pareil, j'ai commencé il n'y a pas longtemps, j'ai déjà mon spectacle, on en parlera plus tard, je pense que tu vas me poser tes questions. Et du coup, c'est pour ça que ça résume, parce qu'en fait, je pars du principe où, comment expliquer, où je pars du principe où c'est perdu d'avance, donc j'essaye, et sur un malentendu, ça passe. Donc un jour, je suis né, depuis j'improvise. Tu te nommes T'as pas besoin de savoir sur Instagram. Depuis quand ce concept est né? Depuis quand je me nomme T'as pas besoin de savoir? Alors, c'est un cousin de cœur à moi. Euh, il s'appelle Harry DBA. En fait, c'est un gars, il a un cœur énorme, mais il a une tête un peu comme Ice Cube, toujours énervé, toujours tout ça là. Et quand j'étais plus jeune, à chaque fois que je lui posais des questions, il me répondait «T'as pas besoin de savoir». Ouais. Et en fait, c'est resté dans mon champ lexical, et je trouvais ça marrant. Et même quand mes enfants ils me posent plein de questions, c'est toujours la réponse «Vas-y, t'as pas besoin de savoir». Et donc je l'ai gardé, et je trouve. Et en plus, ça crée un espèce de biais. Genre, comment ça, j'ai pas besoin de savoir? Oui, je veux savoir, alors je vais le regarder. Tu vois. Et c'est très marrant parce que des fois, je fais pas attention, et les gens me demandent c'est quoi ton Insta, et je réponds comme ça de but en blanc, t'as pas besoin de savoir. Et les gens ils sont en mode pour qui il se prend lui? Arrête de dire attends, excuse-moi, il faut que je t'explique. Donc voilà. Tu as actuellement plus de 70K sur Instagram. Qu'est-ce qui, selon toi, a fait que tu as gagné cette audience? Euh, Alors, il y a eu des vidéos qui ont très très bien marché, mais je pense que ça a été je pense, hein, c'est mon analyse après, c'est l'authenticité. Je pense que j'ai été authentique, j'ai été vrai. En fait, comment je suis arrivé à faire des vidéos? Parce que je sortais d'une relation de 9 ans, et j'en avais gros sur la patate. Et surtout qu'après 9 ans, je me suis retrouvé dans un monde du dating où j'ai pas compris les codes. Ça avait changé. Euh, les femmes avaient changé, enfin les relations hommes-femmes avaient changé, et je voyais plein de trucs sur TikTok, tout ça qui faisait qu'on était dans une guerre, les hommes contre les femmes, et je trouvais ça totalement absurde. Et du coup, en fait, j'ai eu besoin de lâcher un petit peu tout ce que j'avais, et c'est parti comme ça. Et je l'ai vraiment lâché avec le cœur, parce qu'au début, je faisais des vidéos, je faisais peut-être 100 vues, 200 vues. Donc en fait, j'avais mes followers que je connais depuis que je suis sur la plateforme Instagram. Et après, bah, ça a grandi, et je pense que c'est vraiment le fait que je me suis mis à nu, et, mais pas littéralement, mais voilà. Dans ton spectacle de rodage, tu as parlé justement des applications de rencontres. Quels sont pour toi les nouveaux codes du dating? Et ben, en fait, déjà, il y a le problème avec les réseaux, enfin, pas les réseaux, mais les réseaux aussi, mais le dating et les applications, c'est que ça a poussé ce consumérisme qui fait qu'en fait, on a l'impression que
bah, si c'est pas toi, c'est un autre. Et du coup, on se met des exigences qui sont énormes et tu as l'impression que si la personne, elle fait pas ça, bah, c'est un red flag. Et du coup, comme tu sais que tu es à un slide de rencontrer quelqu'un d'autre, et bah, tu te dis, bah, c'est pas grave en fait. J'aime pas tes chaussures, et bah, tu passes, tu vois. Tu tiens la barre du métro, tu passes. Tu as un parapluie parce que tu es un homme, tu passes, tu vois. Et je trouve ça dommage. Et il n'y a plus ce truc de, on se rencontre vraiment, on prend le temps, tu vois, on essaie de grandir ensemble. Euh, Là, je peux parler que de ma vision masculine, tu vois. Beaucoup de femmes sur les réseaux disent, moi, je veux qu'un homme il soit comme ça, comme ci, comme ça, comme ça. Et moi, je pense que le mieux, c'est de rencontrer l'homme et de le faire grandir parce que bah, nous, on prend plus de temps que vous, mesdames, parce qu'on est des gamins, parce qu'on met beaucoup plus de temps à devenir mature et de comprendre les choses. Et je pense qu'il n'y a rien de plus beau que tu le prends au début, tu grandis avec lui. Peut-être je parle beaucoup là, non? Et donc, en fait, le faire grandir, et je trouve que c'est mieux que d'arriver à un mec sur la fin, parce que, genre, ouais, je veux un mec qui gagne 5K, je veux un mec qui, je sais pas, qui habite là, qui a que ce genre de voiture, etc. Mais peut-être que lui, il ne te regarde pas, parce que lui, avant, quand c'était personne, bah, toi, ce genre de femme-là, bah, toi, tu ne lui intéressais pas. Donc maintenant qu'il a grandi socialement et même qu'il est devenu beaucoup plus mature, bah, toi, tu n'es plus dans son radar. Donc voilà. Tu as parlé des red flags, il y a aussi les green flags. Que penses-tu du 50-50? Alors, moi, moi, je suis de l'ancienne école, d'accord? On ne va pas parler de mon âge. Donc moi, je ne suis pas pour le 50-50. Je pars du principe que si je fais sortir une femme de chez elle, eh ben, c'est à moi d'assumer. Maintenant, en fait, je suis en train de me déconstruire par rapport à ça, parce que dans le sens où, encore une fois, par rapport au réseau, il y a plein de femmes qui sont je suis une femme indépendante, je me suis fait toute seule, j'ai pas besoin de ci, tout ça. Bah, si tu es indépendante, bah, je suis désolé, ma copine, mais le dating, ça coûte cher pour tout le monde. Tu vois ou pas? Donc si toi, tu travailles et tout ça, bah, moi, te sortir, c'est une coupe de cheveux, c'est mon essence, c'est 4 sheets de parfum, c'est 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 toutes ces choses-là qui font que, après, tu peux pas vouloir euh, euh, le beurre et l'argent du beurre, tu vois. C'est pas possible. Donc en fait, ok, femme indépendante, moi je suis d'accord avec vous, moi je vous pousse à être indépendante, il n'y a pas de problème, mais je te tiens pas la porte, tout ça. Donc en fait, moi je suis un peu de l'ancienne école, en fait, et je suis un peu en train de me déconstruire. Et juste une dernière chose par rapport à ça, comme on est aussi dans ce consumérisme, tu vois, je sais par rapport à mon expérience, quand je me suis retrouvé dans le monde du dating, bah, c'est un petit peu comme un entretien d'embauche, tu fais plusieurs entretiens d'embauche. Donc si à un moment donné, tu n'es pas dans le 50-50, à la fin de la semaine, tu fais peut-être aller 3 dates, si tu as de la chance. À 3 dates, à un moment donné, tu en as pour 300-400 € la semaine, tu vois. Donc c'est un budget dating pour un bisou à la fin et dire j'ai passé une trop bonne soirée. À travers tes vidéos, à travers ton spectacle de rodage qu'on a pu voir, tu te bases sur des faits de société et des faits réels. À quel moment tu as compris que ton humour, ta parole, ton personnage pouvaient devenir un vrai projet entrepreneurial et pas juste du divertissement? Bah, les stats. À un moment, j'ai commencé à faire des stats. Euh, et en plus, j'aime pas parler de ça parce que je fais pas ça pour ça. Mais à un moment donné, je pars du principe où s'il y a quelqu'un qui se fait de l'argent et que tu en es le protagoniste, c'est pas normal que tu prennes pas ta part. Donc les plateformes, que ce soit Instagram, TikTok, eh ben, ils aiment parce que toi tu donnes, tu nourris la bête. Donc à un moment donné, bah, tu essaies de transformer ça en argent aussi parce que moi, il faut savoir que par exemple une vidéo, entre le moment où je la filme, le moment où je la découpe, la post-prod et que je la poste, eh ben, ça me prend au moins 2 heures. Tu vois, et là, je suis en full time, donc à un moment donné, je transforme ça en argent parce que comme ça me permet d'être créatif parce que moi, c'est ce qui m'avait un petit peu empêché d'avancer dans la musique parce qu'à côté, j'avais un job alimentaire, enfin, c'était plus que ça, mais je devais assurer mon 35 heures, assurer mes séances de studio et tout ça, et du coup, moi, je sais que j'arrive pas à faire la part des choses. Donc là, je me suis lancé. J'ai toujours eu cette idée de quand tu as un plan B, c'est la meilleure façon de foirer ton plan A. Donc en fait, pas de plan B, on se met à fond dans le plan A et on verra bien où ça nous mène. Penses-tu que dans la communauté afro, on sous-estime la valeur économique de notre humour et qu'on est encore timide pour monétiser tout ça? Oui,
parce que ça c'est sûr, parce qu'on a encore ce vieux schéma de pensée qui fait que nos parents sont venus de l'étranger ou des Antilles pour te donner une meilleure vie et leur dire que tu es devenu un zouave, un comique, un chanteur, et bah, tu vois, il y a toutes ces pensées limitantes, donc on se dit en fait, non, en fait, c'est juste des blagues, ou c'est juste de la musique, ou c'est juste, et on a du mal on a un peu le syndrome de l'imposteur. Et je pense que qu'il faut passer ça et se dire non, en fait, j'ai le droit d'être là, je suis légitime, ma parole trouve un écho. Donc, voilà. As-tu déjà ressenti ce syndrome de l'imposteur, justement? Tout le temps, toute ma vie. Toute ma vie, c'est pour ça que depuis qu'un jour je suis né, depuis j'improvise. C'est l'histoire de ma vie, j'ai toujours eu ce syndrome de l'imposteur. Là, mon frère me rentre dans mon cerveau pour me dire non, t'es légitime, ce que tu fais c'est bien, il y a des gens qui aiment bien ce que tu fais, arrête de t'auto-flageller. À l'heure actuelle, tu te considères comme un entrepreneur, un artiste ou les deux? Les deux. Parce que je suis au four et au moulin, parce que mes anciens métiers en tant que commercial, j'étais dans le marketing, fait que je me détache du comique pour me voir comme un produit. Donc en fait, j'imagine un petit peu comment je peux faire aussi. J'étudie un petit peu le jeu des réseaux, tu sais, faire les fameux hooks pour que les gens restent accrochés, tout ça. Donc en fait, ouais, c'est de l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a du marketing, il y a aussi se vendre et tout. Et toutes mes anciennes expériences en tant que commercial font que aussi, je négocie et je me vends comme un produit. En parlant de hook marketing, est-ce que ton chat, qui dormait dans ton lit, a été rémunéré pour sa prestation? Ah là là, non. Mais en fait, non, attends. Par contre, il mange des croquettes Sheba. Il mange des Sheba, ouais. C'est pas des croquettes, c'est des, comment ça s'appelle? C'est du pâté Sheba. Comment on dit? Sheba. Donc, ouais. Oh non, il est bien. Il est bien. Est-ce que tu as déjà accepté des collaborations ou des opportunités mal payées ou gratuites par peur de rater une visibilité? Non, jamais. Jamais. Et par contre, j'ai accepté des collaborations, pas pour ma visibilité, mais parce que la personne proposait était, je trouvais ça noble. Et j'ai pris 0. Beaucoup de mes collaborations, et pour être transparent avec toi, j'ai aucune collaboration payante jusqu'à maintenant. Peut-être que je dois pas être assez un bon produit, mais ça, c'est pas grave. Mais juste que moi, en fait, je veux pas. On a essayé de m'envoyer vers l'influenceur, genre coucou les copains, ce produit-là, c'est trop bien pour la peau. Je me suis refusé de faire ça parce que, comme je t'ai dit, je suis rentré dans cette application de manière authentique et je voulais pas transformer ça de la vente, en transformer mes abonnés en des produits, en un produit. Donc non. Mais si je l'ai fait, c'est pour donner de la force à des gens que je pense ont de la valeur. L'entraide pour toi, c'est quelque chose qui est très important, du coup. Est-ce que l'entraide pour toi dans la vie de tous les jours, pour toi, c'est quelque chose qui est important, c'est une valeur que tu mets en avant. Du coup, est-ce que tu trouves que dans ce milieu, le milieu de l'humour, il y a de l'entraide entre humoristes? Euh, Alors, ça fait pas assez longtemps que je suis là pour avoir un retour d'expérience, mais j'ai de la chance sur mon chemin de rencontrer des très très bonnes personnes qui m'ont mis le pied à l'étrier, qui m'ont aussi donné la possibilité de grandir dans mon art. J'entends par là Lewis, Catmatic, Ado, Pharaon. La part de la Villette aussi qui m'a donné mes premiers accès à la scène. Francky du Dockside qui me permet aussi de jouer régulièrement chez lui ou sur ses plateaux. Donc pour l'instant, moi, je n'ai eu que de la bienveillance. Mais je ne suis pas encore rentré dans le cercle fermé du stand-up parisien. Donc je ne sais pas comment ça se passe là-bas encore. Donc je ne pourrais pas te faire un retour d'expérience. J'ai pas envie d'utiliser un anglicisme, comme on dit, précis. Voilà, j'allais dire accurate, mais ça fait très... Non, mais en fait, j'évite les anglicismes, parce que je trouve qu'on a une belle langue. Pourtant, je parle anglais couramment. Mais je trouve qu'on a une belle langue, et je trouve que notre langue, elle a... Enfin, le champ lexical, il est énorme,
Et j'essaie de le développer, j'essaie d'enlever tous les anglicismes. Je parle anglais avec les Anglais, je parle français avec les Français. En tant qu'homme afro, est-ce que tu as déjà eu le sentiment qu'on attendait de toi plus d'efforts? Tout le temps, tout le temps. La charge raciale, elle est incroyable. Dans toutes mes interactions, que ce soit en entreprise, j'ai eu souvent cette réflexion en mode ah, je te pensais pas comme ça. Je te pensais un peu plus fun, tu vois, en entreprise par exemple. Mais tu me prends pour qui? Je suis un clown, moi? Tu crois que ouais, je vais faire des pirouettes? Là, on parle d'un tableau Excel. Qu'est-ce que tu me racontes? Reste concentré, Catherine. Et donc, en tant que créateur, entrepreneur afro, tu dois être 2 fois plus stratégique pour durer dans le game. Bah alors, tu dois être stratégique. Après, il y a un truc qui est réel, et ça, j'enfonce une porte ouverte. En tant que créateur de contenu racisé, eh ben, on est moins exposé qu'un créateur de contenu blanc. Ça, c'est réel, ça se voit dans toutes les stats. Le problème, c'est que nous, je vais parler de la communauté afro, on s'en parle pas assez parce que tu sais, on a cette pudeur de dire oui, moi mes chiffres, etc., etc. Mais je sais que des fois, il y a des vidéos qui fonctionnent. La même vidéo avec un blanc ou une blanche va beaucoup plus fonctionner qu'une noire. Des fois, en fait, il y a des trends qui partent d'une personne racisée. Et en fait, elle prend beaucoup plus d'ampleur parce que une blanche ou un blanc le reprend, tu vois. Et ça, c'est réel, on le sait. Bon, on va pas se victimiser, c'est pas grave. On continue à faire ce qu'on a à faire et de toute façon, comme a dit Arsenic et Calbo, paix à son âme, eh ben, tu vois, on nous a fermé la porte, on passe par la fenêtre, c'est tout. Donc, tu ressens vraiment ce plafond invisible qu'il y a autour des créateurs racisés. Ah oui, tu le ressens. Tu le ressens. Et si jamais tu veux faire un sujet un petit peu tendancieux, parler d'esclavage ou parler un petit peu... l'algorithme, il te... Ah là, je vais me faire des ennemis. Je m'expose trop là. Et justement, tu parles de sujets importants. As-tu la pression de la représentation? Souvent, quand quelqu'un est public ou a une certaine notoriété, on a toujours tendance à les prendre comme nos Superman, les porte-parole de la communauté. Est-ce que tu ressens cette pression? Alors, pour l'instant, je ne la ressens pas. Parce que j'ai atteint un palier, mais je suis encore loin d'être une personne importante dans le game. Mais si on peut parler de ce sujet, je peux comprendre les deux façons de penser, dans le sens où on attend d'une personne exposée qu'elle prenne les combats. Mais une fois, je l'ai entendu de Omar Sy, des fois, il faut attendre. Des fois, on n'a pas assez les épaules pour pouvoir prendre un sujet. Tu vois, par exemple, là, je vais m'embarquer dans un sujet. Moi, on va me couper les vivres. Demain, tu ne vas pas venir donner à manger à mes enfants. Tu vois, mais parce que là, je ne suis pas encore assez en place pour savoir que sans les médias classiques ou sans compter sur l'algorithme, je vais pouvoir avoir accès à mon public. Donc je sais que là, pour l'instant où j'en suis, on peut facilement me couper l'accès à mon public. Donc si tu veux que je prendrai les combats qu'il faut et je les prendrai parce que moi je suis de l'école où quand je vois un éléphant écraser une souris, si je dis rien, c'est que je suis du côté de l'éléphant. Donc du coup, moi je le fais parce que c'est comme ça que je suis et tant pis les répercussions. Mais j'ai compris aussi qu'il faut le faire avec le temps et il faut le faire quand on sent que le combat il est noble et que derrière on peut assumer. Il y a des gens, par exemple, je prends l'exemple de Mustapha El Atrassi, qui a viré sa communication, mais lui maintenant aujourd'hui, il remplit ses salles sans avoir besoin de passer par les médias ou sans compter sur l'algorithme. Mais parce que voilà, il est arrivé à ce niveau-là et il peut se permettre ces choses-là. Mais il y a d'autres gens, peut-être c'est pas encore le moment. Et ça, il faut le comprendre. Et après, je peux comprendre aussi, parce que moi, j'ai été de l'autre côté en mode oui, je comprends pas, ou un Omar Sy, ou peu importe, je nomme Omar Sy sans le viser lui. En fait, tu devrais te mettre en avant, mais en fait, non. Déjà, il le fait s'il le veut, et il le fait quand il sentirait qu'il doit le faire. Avec les valeurs que tu défends et le mindset que tu as à l'heure actuelle, qu'est-ce qui te ferait dire oui ou non à un partenariat et une collaboration?
Les valeurs de la collaboration. Euh, Quel est le but de cette collaboration? Qu'est-ce qu'il va en faire? À quoi mon image elle va servir? Qu'est-ce que. Ouais, enfin, par rapport à la collaboration, qu'est-ce qui va en sortir de ça, en fait? Tu vois. Par exemple, si je ne crois pas au paris sportif, si je sens que c'est un fléau pour toute une génération et pour tout le monde, bah, je ne vais pas faire des pubs pour les paris sportifs, peu importe l'argent qu'on va me donner. Parce que en fait, ça va être contre mes valeurs et je sais qu'il y a quelqu'un à qui ça va faire du mal ou plusieurs personnes. Voilà. Quelle est la différence pour toi entre la réalisation de contenu vidéo et la réalisation de ton spectacle? C'est deux sports différents. C'est deux sports différents dans le sens où quand je fais ma vidéo, je la monte, je la poste, elle m'appartient plus. Donc après, et même si, après moi, je suis arrivé sur les réseaux sur le tard. J'ai eu d'autres expériences, donc je suis un peu gainé au niveau des commentaires négatifs et de, euh, du pressing, comme ils disent, de l'harcèlement. Ça ne m'atteint pas, parce que je sais que c'est trop facile d'écrire derrière son écran. Par contre, écrire une blague, la penser marrante, la dire et flopper, ça c'est. Ah ouais, ça fait très très mal. J'ai vécu un flop qui m'a. Waouh! Il m'a choqué. En début d'année, là. Enfin, début d'année. Alors, faut savoir pour moi, la rentrée, c'est en septembre. Moi, je dis bonne année le 31 août au soir. D'accord? C'est moi. Je suis encore resté sur le truc de l'école. Et c'était en tout début septembre, c'était au Dockside. Et en fait, je venais de faire une bonne année, quelque part, avant l'été. En plus, j'ai été à l'Afro Nation et tout ça. En fait, j'étais dans une hype de ouf. Et je me suis pris un KO au Dockside. J'ai parlé, et j'étais dans une conférence. Personne n'a rigolé, c'était un silence incroyable. Je voulais mourir. Et pendant 2 jours, j'étais à 2 doigts de revenir sur LinkedIn. On se sent comment quelques minutes avant de monter sur scène? On se demande pourquoi on est là. On se dit, mais en fait, qu'est-ce que je fous là, moi? Pourquoi je fais ça? Je suis un fou, moi. J'étais dans mon canapé, je prenais mon téléphone, je faisais hey, coucou les loulous. Et là, maintenant, là, je vais affronter des gens qui vont attendre que je leur fasse rire et peut-être que je vais pas être marrant. Mais dès que tu montes, ça part. Il y a de l'adrénaline, tu as un coup de boost? Ouais, ouais. En fait, dès le premier, au début, moi, en fait, je mets un peu de temps parce qu'il y a encore eu ce problème de syndrome de l'imposteur. Je mets un peu de temps à me dire, en fait, j'ai le droit d'être là. Et dès les premiers rires, et ben, là, je me laisse aller. Dans tes vidéos, on peut voir que tu es un papa ghetto-souris. As-tu été élevé avec cette méthode? Bah oui. Papa Ghetto Souris Pro Max avec mon parent. C'était, ah ouais, c'était trop même. Après, je peux pas leur en vouloir parce que ils sont venus avec ce mindset-là et cette manière d'éduquer et eux, je pense que ils ont cru bien faire et je pense que dans le but c'était de bien faire, mais ouais, ça part de là. Est-ce que tu aurais une anecdote justement du ghetto-souris Pro Max de ton enfance? Oui. Une ghetto souris, par exemple, j'en ai une qui est très très hard, et si je la raconte, il y a encore moyen que les services sociaux viennent me chercher, donc si je vais pas la raconter celle-là. Mais un truc tout bête, moi j'avais 8 ans, mon frère il avait 6 ans, et on a dû prendre le métro pour traverser Paris et aller ramener quelque chose à ma tante. Chose qui serait impensable. Moi, mon fils, je l'ai emmené à l'école jusqu'en 6e. Et j'ai arrêté parce que lui m'a dit ouais, là, papa, t'abuses. Donc, vraiment, ce truc de. Même par exemple, mes parents, ils nous laissaient à la maison, ils sortaient en soirée et ils nous disaient juste n'ouvrez à personne. Et eux, ils savent pas. En plus, j'habitais dans les bâtiments haussmanniens un peu de Paris, dans le 17e. Rien que le craquement du bois, moi, j'étais en panique. J'étais en panique et pourtant j'étais le plus grand, enfin l'aîné et il fallait assurer. Donc ça c'est la survie, la survie. Et tu penses que à l'heure actuelle, la méthode ghetto-souris est plutôt importante de la conserver, même si elle doit être améliorée? Est-ce que tu penses que ghetto-souris est mieux que Montessori, par exemple? Alors, je pense pas que Ghetto Souris soit mieux que Montessori. Je pense qu'en fait, chacun devrait faire ce qu'il veut.
l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait cette vidéo, parce que en fait, j'ai trouvé qu'il y avait trop cette pression de comment être parent, c'est quoi être bon parent, c'est quoi ne pas être un bon parent. En fait, moi, j'ai compris qu'il n'y a pas de méthode qui fonctionne. Un petit exemple, moi j'ai 2 enfants, j'ai un garçon, j'ai une fille. Mon garçon, il est arrivé, c'est vrai que j'étais un peu plus dur avec lui, tout ça, parce que pour des raisons que je sais que être un homme, c'est quand même beaucoup plus compliqué. La société est beaucoup plus méchante avec les hommes. Et ça va être beaucoup plus difficile, surtout quand tu es racisé, etc. Donc en fait, j'ai voulu l'endurcir et j'étais très dur avec mon fils. Et je pensais que j'avais le truc. J'étais prêt à lancer un manuel d'éducation. Ma fille, elle est arrivée, il a tout fallu recommencer, c'est une autre manière, c'est une autre approche. Donc, des fois, Montessori, ça peut fonctionner. Des fois, Ghetto Souris, ça fonctionne. En fait, il faut l'adapter et il faut être OK avec ça. Ce que je voulais faire dans cette vidéo, c'est soyez OK avec qui vous êtes. Je prends l'exemple, mon fils, il est devant le four. Je lui dis 4 fois, touche pas le four, tu vas te brûler. 4 fois. À un moment, je lui dis, bah touche. Bah, il s'est brûlé. Maintenant, il sait que c'est chaud. Chaud, il a compris, il avait 1 an et demi. Chaud, il a compris. Il touche plus. Voilà. Et en fait, les gens me disent, non, mais bah non, maintenant, il touche plus. Voilà. Et mon fils, c'est pas un casse-cou, c'est pas un gars qui saute, nanana. Il a d'autres trucs, hein, mais c'est pas un casse-cou parce qu'il sait que c'est chaud. Quand à chaque fois que en fait, j'accompagne mon enfant dans la chute. Ça veut pas dire que je le regarde tomber et après on explique la chute. Tu vois, là, t'es tombé parce que t'as été con, simplement. Et il y a aussi un autre truc aussi dans l'éducation aussi, il y a des trucs, il faut être OK de les dire. Et je le dis souvent, et ça c'est l'exemple que je prends. Par exemple, emmener ses enfants au parc, c'est éclaté, c'est nul. Eux, ils s'amusent, mais c'est un moment qui est nul. Et c'est OK de le dire, en fait. Et en fait, c'est ça que je voulais faire transparaître dans cette vidéo, c'est soyez qui vous êtes, essayez de faire au mieux et adapter à chacun de vos enfants ou à vos enfants. Voilà. Et il n'y a pas de méthode qui fonctionne. Il y a la méthode qui fonctionne avec ton enfant. Tu seras en guest au Inspirational Award au mois de février. Est-ce que d'ici quelques années, tu te vois être un speaker pour motiver et inspirer les gens lors de conférences? Je sais pas. Je sais pas parce que j'ai souvent, tu vois, j'ai ma gimmick, soyons sérieux 2 minutes. Et cette gimmick, elle existe parce qu'en fait, j'arrive à être sérieux que 2 minutes vraiment. Parce qu'il y a toujours un moment où c'est comme ça en fait que mon pansement dans ma vie, mon chemin pour guérir de mes traumas, ça a été de rigoler de tout en fait. Donc je pense pas que j'arriverai à être sérieux sur une thématique pendant très très longtemps. Donc je pense que l'humour et le stand-up me va beaucoup mieux que d'être speaker. Mais d'ailleurs, je suis très content qu'ils aient pensé à m'inviter et je suis très honoré. Donc tu parlais de trauma et de la relation avec l'humour. Est-ce qu'aujourd'hui tu considères que tu es guéri de tes traumas? Non, non, je pense pas que je suis guéri. Je sais pas si je serai guéri un jour, mais je suis OK avec ça. On me demande souvent pourquoi je vais pas voir quelqu'un, pourquoi je vais pas consulter un spécialiste. Je vous le dis, en toute transparence, j'ai pas envie d'ouvrir la boîte de Pandore, parce que j'ai peur d'aller dans des endroits où j'ai pas envie d'aller. Et c'est peut-être, je pense, que mon humour et ma façon de voir la vie de manière humoristique, c'est aussi grâce à mon chaos. Donc j'ai peur qu'on me guérisse et qu'après je sois plus marrant. Quelles sont les personnes qui t'ont inspiré, motivé dans ton parcours? Tu parles de quelqu'un de connu ou quelqu'un de... toutes les personnes qui ont réussi dans leur domaine. Toutes les personnes, en fait, je prends un vrai plaisir à voir des gens devenir ce qu'ils doivent être dans leur domaine. Et pareil, ça me fend le cœur quand je vois quelqu'un pétri de talent et qui n'est pas à son full potentiel. Ça me fait vraiment mal. Et vraiment, j'adore voir les gens réussir. Tu veux faire de la peinture, tu deviens un peintre, et ben je kiffe. T'as un producteur, tu fais de la musique, t'as placé pour Gims, nanana, je kiffe. Et vraiment, j'aime trop voir les gens devenir ce qu'ils sont, ce qu'ils doivent être. Si tu devais tout recommencer, que ferais-tu?
Franchement, j'aime bien dire ouais, pas de regrets, pas le temps pour les regrets, tout ça. Je pense que l'un des seuls regrets que j'ai vraiment, et en fait ça c'est il y a pas longtemps. Là on est dans une thérapie là ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Euh, J'y ai repensé parce que comme je t'ai dit, j'ai joué en Angleterre en quatrième division et encore une fois ça s'est fait sur une improvisation. En fait, je jouais dans un club amateur de district qui en début de saison a fait un match amical contre cette fameuse équipe de 4 division. J'ai fait le match de ma vie. Tu sais, c'est le match où tout ce que tu essayes, bah, ça marche. Et en fait, j'ai été pris en essai, j'ai fait une semaine de fou et j'ai été pris. Mais le problème, c'est que j'avais plein de lacunes. Parce que voilà, j'ai pas fait le centre de formation et tout ça. Et il y avait un coach qui m'aimait bien et qui m'a dit je te prends en entraînement extra et tout, et pour combler tes lacunes et tout ça. Et je pense que vraiment, c'est le seul regret de ne pas l'avoir écouté, de ne pas l'avoir suivi. Parce que je pense que j'aurais pu avoir un parcours à la je dirais pas, je ne vais pas dire Ribéry parce que c'est une dinguerie de dire ça, mais comment il s'appelle Vardy. Pour ceux qui connaissent, c'est un joueur de Leicester qui a joué en amateur et qui a fini en professionnel, vraiment en bossant, quoi. Parce qu'à un moment donné, il faut bosser. Et moi, j'étais un peu feignant et je suis un peu procrastineur. Si Walter 2026 devait partir à la rencontre du Walter petit, Ouais. quel conseil lui donnerait? T'inquiète, ça va bien se passer. C'était qui ton héros quand tu étais petit? Diego Maradona. Ce serait quoi ton top 3 série? Alors, il y a bagarre entre Game of Thrones et Breaking Bad. Et derrière, je mettrais Snowfall. Mais je sais pas. En fait, des fois, j'ai envie de mettre Breaking Bad en premier, mais Game of Thrones, quand même, ça m'a choqué. Mais le problème avec Breaking Bad, c'est que des fois, il y a des longueurs qui sont incroyables. Et je sais que c'est ce qu'a cherché le réalisateur, à mettre ces longueurs-là. Mais par exemple, c'est une série que je pourrais, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais vu Game of Thrones, me retaper la série, mais je pourrais pas me retaper Breaking Bad parce que je sais que même moi, à un moment donné, je décroche parce qu'il y a des longueurs. La partie là où l'avion il s'écrase, tout ça, enfin, il y a plein de moments où c'est long pour rien, mais je sais que ça installe le truc. Voilà. Tu m'as spoilé, j'ai jamais regardé Breaking Bad. Je t'ai parlé juste de l'avion. Je t'ai pas dit que. Voilà. Ton top 3 dessins animés? Ah, bah, les dessins animés qui m'ont fait rêver, déjà quand j'étais petit. Olivier Tom. Euh, alors, ça va. J'étais pas très Dragon Ball Z. J'étais Lucie, l'amour et rock'n'roll. Mathias, exactement, la musique, tout ça. Et c'était quoi le troisième des animés que j'aimais bien? Ah, Nicky Larson. Mais c'est un harceleur. Donc du coup, ouais, aujourd'hui, ça passerait plus trop. Il sera avec P. Diddy? C'est une très bonne vanne. Ton film préféré? Ah, encore une fois. En fait, non. Il y a un match entre Inception et Matrix 1. Parce qu'en fait, et Matrix, parce que moi, quand j'ai pris Matrix, je ne l'ai pas pris en mode ouais, j'adore les effets spéciaux, tout ça. J'ai vraiment, alors je fais pas le mec, j'ai vraiment compris la deuxième lecture qu'il disait pour Matrix. Mais Inception, le fait d'implanter une idée dans la tête de quelqu'un, la faire pousser pour que ça devienne la sienne, c'est un truc que tu retrouves un petit peu dans les livres de Robert Greene. Euh, et c'est quelque chose qui est possible. Donc ouais, ces deux films un peu là m'ont choqué. Et après, il y a un autre film aussi qui m'a beaucoup touché parce que pour une raison, pour plein d'autres raisons, ça m'a rappelé un petit peu ma vie. C'est à la poursuite du bonheur. Est-ce qu'il y a des soundtracks de films qui t'ont marqué, qui t'ont touché? Des soundtracks de films qui m'ont marqué. Hmm. Là, j'arriverai pas. Attends. Soundtrack de films qui m'ont marqué. Plus de séries? Ouais. Ce serait laquelle du coup? C'est une fois c'est dans, je crois que c'est dans Top Boy. Ouais, dans Top Boy.
Il y a la chanson de Nas et Damian Marley, où ça commence avec une espèce de musique indienne, là. Somebody, na, na. Ouais, voilà, ça. Je me rappelle plus du nom. Alors, je suis très mauvais sur les noms de musique, et par contre, j'ai une grande connaissance musicale. Merci pour la transition. La playlist de Walter serait composée de quoi? Alors, elle serait, il y aurait de l'afro, il y aurait beaucoup d'afro, il y aurait de la rumba, il y aurait de la kizomba, il y aurait du rap US et du rap français, ancienne et nouvelle génération. Je déteste les gens qui disent la musique c'était mieux avant. Avant il y avait des trucs éclatés aussi, il faut pas se mentir. Donc en fait j'aime la musique dans son ensemble. Je pense être assez éclectique. Après je peux écouter des musiques comme Red Hot Chili Pepper, Francis Cabrel, etc. Mais ça sera pas dans ma playlist parce que je sais qu'à un moment donné je vais être en voiture, il va falloir justifier ma playlist flemme. Donc, mais sinon ouais, on tourne autour de l'afro, du rap et de la musique de chez moi. Et de la rumba surtout, j'adore. Et attends, je suis un fou, moi. Le compas. Le compas, moi, je pense que vraiment, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Vraiment. Il y a un truc à faire. La ministre de la Santé, pensez-y. Toutes catégories confondues, quel titre a bercé ton enfance? Enfant seul, Oxmo Puccino. Quelle musique te met immédiatement de bonne humeur? Le compas. Et c'est même pas de chez moi, pour vous dire. La puissance du compas. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. La Saint-Valentin approche. Un titre à recommander pour Lové? Je fête pas la Saint-Valentin. Pour ton audience, si elle l'a faite. Alors, je ne fête pas la Saint-Valentin, pas parce que c'est pas. Je le dis, mais enfin, vous pourrez mettre ce que vous. Toi, tu l'offres tous les jours, c'est ça? Non, ça c'est une phrase de Charo, ça. C'est une vraie phrase de Charo, ça. C'est juste qu'en fait, j'aime pas les fêtes imposées. Je trouve que c'est. Pareil, j'aime pas Noël. J'aime pas mon anniversaire. Mais si tu devais mettre un son, je mettrais du Mika Mendes. Parce que le premier album de Mika Mendes, pour ceux qui savent et qui connaissent un petit peu, j'ai beaucoup dragué avec les sons de Mika Mendes. Un titre en particulier qui t'a permis de marquer des points ou juste Mika Mendes? Créola? Mais tous les morceaux de Mika Mendes. Je me rappelle et tout, quand il y avait des filles qui venaient chez moi et tout, je mettais le petit son, tout ça, comme si genre j'avais pas fait exprès. Petite ambiance, tout ça. Pour celles qui sont venues, voilà, sachez que c'était totalement étudié. Un titre spécial Goumin, spécial rupture? Un titre spécial rupture. Comment ça s'appelle Goodbye My Lover. Comment il s'appelle Vous trouverez. C'est un anglais. En fait, j'ai eu un Goumin quand j'habitais en Angleterre. Et c'était pendant cette période où cette musique elle sortait. Et à la radio, ils l'ont saigné. Et je sais pas, ça me touchait. Et après, moi, je suis fou, moi. Tu sais, moi, je suis dans un Goumin, et ben, j'écoute des musiques de Goumin. Ça n'a aucun sens. Je sais pas pourquoi. Peut-être que d'autres le font, mais ça n'a aucun sens de faire ça. Et en fait, j'aime bien être mélancolique. J'aime bien être triste. Tu sais, bon, en parlant de musique, il y a même, quand j'étais même plus jeune, il y avait des musiques qui me rendaient nostalgique de quelque chose que j'avais même pas vécu. Tu vois? Par exemple, c'est pas David, comment il s'appelle bon, je m'en souviens plus parce que les noms me viennent pas, mais j'écoutais des musiques et j'étais triste alors que j'avais même pas de copine. Le gars est fou, hein. Un titre spécial Mougou? Comment ça s'appelle tu vas sur un truc où je connais pas les noms. Spécial Mougou. Ouais, je mettrais du slow jam. Pour pouvoir faire le truc comme ça, là, tu vois. Quels sont tes projets à venir? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur les réseaux déjà, sur Insta, TikTok. Mes projets à venir, ça tombe très bien. Là, je vais avoir une résidence. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi une résidence? C'est que je vais être installé dans un théâtre. Ça s'appelle Le Paris de l'Humour. À partir du 23 janvier, 2 vendredis par mois, tous les 2 vendredis.
pardon, jusqu'au 30 mai. Le 21 février, je fais un big birthday, alors que j'aime pas mon anniversaire, mais un, ça tombe samedi, et deux, comme maintenant je suis dans l'humour et je trouvais que c'était un moment de réunir mes potes à moi. Donc il y aura Noam Cinso, Esta Bueno aussi, que vous pouvez retrouver sur les réseaux, et en plus c'est mon vrai cousin, Lewis Katmatik et Ado Pharaon, et aussi DJ Did, qui sera en before. Donc ça sera le 21 février au Dockside. Donc là c'est les infos récentes. Merci. Bah, merci à toi, c'était génial.